Europe 1. 8h36 sur Europe 1, tous les journaux de ce mardi, lus et condensés en 5 minutes. C'est la revue de presse d'Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François et bonjour à tous. À la une ce matin, un chiffre hallucinant. 65% des écoliers qui vont faire leur rentrée dans quelques jours exerceront plus tard un métier qui n'existe pas. Oui, en pleine rentrée, alors que votre réveil recommence à peine à sonner et que vous ne vous faites absolument pas à l'idée de retravailler, le Parisien nous parle ce matin de ceux qui dans quelques années n'auront plus à bûcher pour une raison simple, leur métier aura disparu. 2 millions de personnes concernées et 5 métiers en particulier menacés, selon cette étude réalisée par un think-tank français que le journal nous dévoile en exclusivité. Comptable, caissier, employé de banque et d'assurance, secrétaire bureaucratique et enfin manutentionnaire, toutes ces professions sont vouées à disparaître. La faute à, devinez qui ? La révolution numérique. Chantal Levin est comptable depuis 39 ans et l'évolution de son métier, elle l'a déjà constatée depuis un certain temps. Elle raconte comment elle est passée ces dernières années des bureaux remplis de dossiers, des commandes remplies à la main, à l'arrivée, il y a 4 ans, de ce nouveau confrère. Son nom ? ERP, un logiciel qui s'est généralisé. Il a, je cite, décimé au passage la profession de comptable dont les effectifs ont diminué de 300 000 depuis 2004. Ce qui est très intéressant et assez nouveau dans cette étude, ce sont les prédictions et leurs précisions. Pour les employés de banque, le think tank conclut à une extinction en 2050. Comptable, 2056, ouvrier manutentionnaire, 2090. Dans ce débat, on l'a très vite compris en lisant cet article, déjà presque dépassé, ce débat sur les effets de la révolution numérique, il y aura toujours 2 camps. Ceux pour dire que les robots vont détruire nos emplois et ceux pour expliquer qu'ils vont au contraire nous aider en faisant disparaître les bullshit jobs. C'est ce qu'on appelle les emplois difficiles aux tâches répétitives. Mais moi, ce que je retiens donc, c'est ce matin, c'est ce chiffre vertigineux. 65% des écoliers qui exerceront plus tard un métier qui n'existe pas. Voilà un métier qui ne semble pas menacé par la robotique. Xavier Bertrand aura tout le temps d'exercer son mandat de président de la région des Hauts-de-France. Oui, l'ancien ministre prend la parole ce matin dans les colonnes de Corse Matin. Il est devenu présidentiable en quittant les Républicains, mais avant il veut faire ses preuves dans sa région, écrit le quotidien. Certes, Xavier Bertrand n'a plus, selon ses mots, l'obsession du mandat d'après, mais il ne se prive pas pour autant de commenter la politique nationale et surtout de critiquer le gouvernement. Emmanuel Macron est le chef de l'État, mais il n'est pas le président de la République, au sens où le président doit rassembler. Lui, il clive. Il ajoute, les Français ne veulent pas d'un président édredon, étonnante formule, mais d'un président attentif à tous qui a comme priorité de résorber les multiples fractures. Son prochain cheval de bataille, le projet du gouvernement de faire payer aux entreprises le coût des arrêts de travail de courte durée, du grand n'importe quoi selon lui. Quant à son ex-famille politique, il n'a plus aucun rapport avec Laurent Wauquiez, mais a gardé des contacts avec Valérie Pécresse. Les 2 leaders de la droite qui, comme nous l'indique le Parisien ce matin, feront leur rentrée chacun de leur côté. C'est reparti pour la guéguerre. C'est le titre de ce papier dans lequel Valérie Acco nous raconte ce matin que l'unité de façade s'est bien terminée. Depuis leur dernière rencontre à Menton fin juin, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ne se sont pas dit un mot. Le président Les Républicains fera donc sa rentrée seul dimanche avec sa traditionnelle ascension du Mont Mézinc en Haute-Loire, quand la présidente de la région Île-de-France convoquera ses proches vendredi à Brive en Corrèze. Pratique pour les élus qui souhaitent assister aux 2, histoire de ne fâcher personne. Ce petit jeu, écrit le Parisien, commence à lasser certains cadres. A contrario, il facilite la rentrée du gouvernement. D'autant que c'est une rentrée à haut risque qui attend l'exécutif. Tous vos journaux s'accordent à le dire. Elle se fera donc en toute discrétion. Pas question d'organiser un grand raout de la majorité présidentielle. En revanche, Libération nous indique ce matin que faute de réunion des marcheurs, c'est par voie de presse que le chef de la majorité, Édouard Philippe, devrait donner le ton de la rentrée d'ici quelques jours. À l'étranger, Alice, le Venezuela et son plan de relance de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro attaque le problème à la hache et il ne fait pas dans la dentelle, écrit le Dauphiné libéré ce matin. Le journal nous rappelle les principales mesures de cette réforme monétaire du président vénézuélien. Une dévaluation proche des 100% et un salaire minimum multiplié par 35. Il est passé d'un coup de 5 à 180 millions. Maduro ne recule devant aucune folie, écrit toujours le Dauphiné libéré. Il veut indexer les prix,
les salaires et les retraites sur le pétro, la crypto-monnaie locale. C'est comme si chez nous, explique le journal, les revenus se calaient sur le bitcoin et pourquoi pas même sur le Monopoly. Rares sont les experts ce matin pour défendre les annonces du président socialiste. C'est une folie économique, nous dit dans La Croix le chercheur Eduardo Rios Ludena. Pour Olivier Compagnon, spécialiste de l'Amérique du Sud, interrogé dans Libération, la dévaluation n'a aucun sens car l'économie du Venezuela, basée sur le pétrole, ne fonctionne plus. Cette situation, selon lui, est comparable avec la République de Weimar en 1923 en Allemagne, quand, souvenez-vous, les habitants étaient obligés de se munir de brouettes pleines de billets de banque pour acheter 1 kilo de tomates. Alors que la presse s'interroge aussi beaucoup ce matin sur l'avenir du mouvement MeToo après les accusations contre l'une de ses figures de proue, Asia Argento. Elle nous raconte comment l'affaire Weinstein lui a permis d'exprimer ses vérités, de choisir de parler et même de reprendre possession de son corps qui a fait l'objet de tant de commentaires. Et elle, c'est Isabelle Adjani. Elle est à la une du dernier numéro de Vanity Fair. Très belle couverture sur laquelle l'actrice apparaît de 3/4 avec une partie du visage éclairé. Formidable entretien qui a été mené pour le magazine par l'écrivain David Fuenquinos. On le suit alors dans son parcours du combattant pour obtenir ce rendez-vous plusieurs fois reporté, presque menacé, jusqu'au jour J. Ce jour, l'actrice l'attend à une table d'un hôtel parisien. Sa carrière, son amour pour Truffaut, même si elle ne cédera jamais à ses avances, ses rôles douloureux qu'elle a joués puis vécus dans la vie, sa vraie vie, ces moments où elle a disparu. Isabelle Adjani semble avoir envie de se confier et c'est pour cette raison qu'il faut la lire. Le petit chanceux du jour, c'est quand même Romain Gavras, réalisateur du film Le Monde est à toi, dans lequel elle joue actuellement, puisqu'on apprend qu'elle a scellé un pacte avec lui. Elle lui a promis, elle jouera dans tous ses films, même si c'est juste comme figurante. Enfin, Alice, une histoire qui ferait un très bon scénario de film, celle de l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. Je vous jure, François, c'est une histoire de dingue. Elle a vraiment existé, ça s'est vraiment passé. Elle est racontée dans le Figaro, dans le premier numéro d'une série estivale du journal sur les grandes escroqueries. Paris, printemps 1925, à la terrasse des Champs-Élysées, Viktor Lustig, bourgeois d'origine tchèque et grand séducteur, qui vit depuis plusieurs années d'escroquerie en tout genre entre les États-Unis et l'Europe. L'homme est passé maître dans l'art d'exploiter les penchants humains pour la fortune et la notoriété facile, raconte l'article. Sa cible favorite, les bourgeois cupides. Il a un acolyte, Dan le Dandy, alias Robert Arthur Tourbillon. Ils ont fait plusieurs coups ensemble, mais cette fois, ils sont en manque d'inspiration jusqu'au jour où ils apprennent, notamment dans la presse, que la mairie de Paris, en difficulté financière, songe à démolir la Tour Eiffel parce que son entretien coûte trop cher. Qu'à cela ne tienne, Viktor Lustig a une idée. Il va vendre la Tour Eiffel lui-même, enfin plus précisément ses 7000 tonnes de ferraille. Commence alors la mise en place d'un scénario diabolique que nous décrit avec minutie la journaliste Marine de Troya. La proie est trouvé. Il s'appelle André Poisson. Ça ne s'invente pas. Les deux escrocs organisent alors une rencontre après avoir envoyé de fausses invitations avec en tête de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il y a donc Monsieur Poisson, mais aussi les 4 ferrailleurs de la capitale. Rendez-vous au Crillon, à Paris. Et c'est là que le faux deal est proposé. Il y aura même une fausse visite de la Tour Eiffel qui a été mise en place par Monsieur Lustig. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il réussit son coup malgré quelques hésitations du pauvre Monsieur Poisson. Alors l'histoire narrée par un agent des services secrets des États-Unis ne dit pas combien l'acheteur va mettre sur la table. On parle de 100 000 francs, mais ce que l'on sait en revanche, c'est que le duo d'arnaqueurs va tenter une fois de plus le grand bluff, un mois après seulement. Et cette fois-ci, eh bien, la proie va sentir le mauvais coup. Alors Viktor Lustig et Dan le Dandy vont devoir quitter la France pour les États-Unis. Lustig est arrêté 10 ans plus tard. Il est condamné à 15 ans de prison pour fabrication de fausses monnaies, mais absolument pas pour avoir vendu la Tour Eiffel. Incroyable cette histoire. Ouais, Merci dingue. beaucoup Alice Darfeuille. C'était la revue de presse. À demain. Europe 1.